Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour un webinar consacré au télétravail. On a intitulé ce webinar "Le télétravail un an après, où en est-on?" Et pour m'accompagner ce matin, j'ai trois intervenantes qui sont Audrey Richard, Farida El Haridi et Fabienne Broucaret. Je vais tout d'abord laisser Audrey se présenter. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je suis la DRH du groupe UP et en même temps la présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Merci Audrey. Bonjour Fabienne. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aussi. Je suis donc Fabienne Broucaret, la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié au travail et à la qualité du lieu de travail et au bien-être au travail. Et j'ai aussi écrit un livre sur le télétravail aux éditions Viber pour aider un petit peu les télétravailleurs à trouver. Oh super, merci beaucoup. Et du coup, pour aider voilà, à s'organiser au quotidien et à trouver la meilleure manière de télétravailler pour chacun et chacune. Merci Fabienne. Et puis Farida. Bonjour Farida. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc je suis effectivement donc DRH du groupe Coyote. Je suis ravie de participer à cet échange sur cette thématique qui correspond, qui est un enjeu d'actualité très fort. Alors effectivement, le télétravail a été, on va dire, subi, imposé aux entreprises lors des 12-13 derniers mois. Et aujourd'hui, la question qui se pose pour beaucoup d'organisations, d'entreprises, de direction générale et donc de DRH, c'est comment on va faire perdurer, si on décide de le faire, ce télétravail dans l'avenir. Alors Audrey, la NDRH, a sorti une étude qui a été réalisée en mai, je crois, auprès de ses adhérents. Alors pas spécifiquement sur le télétravail, mais plus généralement sur les impacts de la crise sanitaire au niveau des modes de travail, hein, on va dire ça de façon plus générale. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications par rapport à cette étude et aux différentes tendances qui en ressortent? Oui, alors en effet, alors à la NDRH, juste une petite précision, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Donc la NDRH, c'est l'Association nationale des DRH. Nous sommes 5000 membres et récemment, on a fait ce petit calcul pour voir combien on représentait de la population active. Et donc, nos DRH représentent un peu plus de 11 millions de salariés. Donc, tout ça pour dire que quand on lance une enquête ou quand on fait des travaux sur des thématiques, on est représentatif et d'autre part, nos membres sont sur l'ensemble du territoire national puisqu'on a organisé en groupes locaux, on a 70 groupes locaux, de façon à ce qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques. Alors, normalement, ça se fait en physique, région par région. Là, tout le monde s'est digitalisé et ça a quand même fonctionné. Et donc, régulièrement, on fait des enquêtes. Alors, on n'en fait pas trop pour pas surcharger nos praticiens. Mais on a fait une enquête sur fin mai, début juin. Donc je vais partager avec vous les résultats qui sont vraiment très, très d'actualité. On a fait une conférence de presse cette semaine où on a livré les résultats. Et on a voulu interroger sur l'impact de la crise sur l'emploi, sur le dialogue social, sur l'organisation du travail, bien sûr. Donc, en tout cas, pour répondre tout de suite sur les faits saillants et de cette enquête, ce qu'il ressort, c'est que vraiment, si je fais une première partie sur la sauvegarde de l'emploi ou l'emploi et la reprise économique, ce qu'on voit, c'est que clairement, les DRH se battent pour sauvegarder l'emploi dans leurs entreprises et poursuivre le business. Et pour cela, on a vu que, alors déjà en termes de chiffres, on a 91% de nos répondants qui n'envisagent pas de mettre en place un plan de départ avec diminution d'effectifs de plus de 10%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que on a utilisé les dispositifs de l'État sur l'activité partielle. C'est ça qui a permis, ça a été une des mesures qui a permis de sauvegarder l'emploi. Les exonérations de charges, ça a été beaucoup utilisé. L'APLD également et les prêts garantis par l'État. C'est vraiment ce qui ressort. Mais ce qui est clair, c'est que le plan de relance
c'est ce qu'on voit dans l'enquête, hein, est venu compenser les difficultés. Et alors aujourd'hui, on appréhende tous la suite. Et en tout cas, la NDRH, ce qui a été les messages vont en disant, bah voilà, les aides vont se retirer, mais attention, faisons-le de façon progressive. Et c'est ça qu'on a porté, en tout cas, auprès du ministère du Travail notamment. Et quand on regarde, puisqu'il y a un certain nombre de réformes qui vont arriver, potentiellement, et quand on les interroge sur finalement quelle va être la réforme qui aidera à la reprise, et en fait, les DRH, c'est extrêmement intéressant, cette réponse, disent aucune, à 42%. Et ça veut dire que, en fait, juste nous, là, on est en train de préparer la reprise et de faire revenir les gens sur site. Donc, on parlera de l'organisation du travail un peu plus loin dans cette conférence. Mais aujourd'hui, ce que disent les DRH, c'est attention, la réforme sur la formation professionnelle, l'assurance chômage, la retraite. Nous, pour le moment, juste, on n'en veut pas à court terme, dans la mesure où là, on est vraiment en train de se focaliser sur la reprise économique et on n'a pas besoin d'avoir de conflits sociaux aujourd'hui. C'est pas possible quoi pour notre business. Donc c'est ça que ça veut dire dans les retours et je trouve que c'était intéressant à partager avec vous en termes de faits saillants. Donc sur l'organisation du travail, on verra tout à l'heure, mais dans les faits intéressants de l'enquête, dans les retours, il y a des choses sur le dialogue social. Alors le dialogue social a extrêmement bien fonctionné pendant cette année et demie. On l'a vu au niveau France, on l'a vu au niveau européen, pour ceux qui ont des CE européens. C'est factuel hein, de mémoire. On a signé 96 500 accords en 2020. Donc, ça veut dire que les négos se sont faites et on a abouti à des accords. Juste au passage, puisque la thématique, c'est le télétravail, sur ces 96 500 accords, il y en a 25% qui sont dédiés au télétravail. Donc, il y a vraiment un switch qui s'est fait. Mais tout ça, enfin, au niveau des relations sociales, donc le dialogue social a été extrêmement dense dans nos entreprises. Et ce que les DRH ont exprimé dans l'enquête, c'est que les mesures exceptionnelles qui ont été réalisées pendant la crise, certaines, on souhaite que ça perdure. Et on a, par exemple, hein, la signature électronique des accords, le vote à distance des élus, le raccourcissement des délais de consultation. Et ça, c'est des choses... ça, c'est ce qui est dit dans l'enquête, d'une part, mais à la NDRH, en tout cas, on va vraiment creuser le sujet pour ensuite porter le message. Donc, j'imagine qu'autour de la table, il y en a qui sont membres de la NDRH. Donc, je vous invite, si vous avez envie de travailler particulièrement sur le sujet du dialogue social pour qu'on arrive à faire des propositions d'évolution, parce que vraiment on veut aller assez loin là-dessus, dites-le nous et on vous mettra dans le groupe de travail. Voilà. C'est intéressant ce que tu viens de demander. Est-ce que les gens qui font partie de la NDRH peuvent mettre un 1 dans le chat? Juste pour identifier si on a des membres de la NDRH avec nous. Voilà. Et vraiment, en tout cas, ça... Ah, bravo. Mais en tout cas, la crise a vraiment posé la question du fonctionnement du dialogue social dans notre pays. Et on a vu que les transformations qu'on a vécues, oui, c'était des transfos, mais que finalement, ça marchait, et que donc la législation devait prendre acte de ces changements. Et en tout cas, c'est là-dessus que nous, on va aller. Et je peux continuer sur les améliorations souhaitées en matière de dialogue social, ce qui est remonté. Et nous, notre rôle, c'est de porter la voix des DRH. Alors, ce qui a été dit, c'était assez drôle. C'est enchaînement de réformes moins soutenues. Donc, à hauteur de 61%, parce qu'en effet, là, pendant 1 an et demi, on n'a pas arrêté avec les directives qui sortent à 22 heures pour application le lendemain à 8 heures. Donc, enchaînement des réformes moins soutenues à 61%. On a donc plus de recours aux réunions à distance, moins de consultations, raccourcissement des délais de consultation, je le disais.
Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et je termine dans l'enquête, on a interrogé sur le pass sanitaire. Et on en a assez peu parlé sur les jours d'après dans la presse. Mais là, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, au pass sanitaire? Et ce qu'on voit, c'est qu'on a la moitié de la population, 44% pour, 41% contre. Et dans ce qui ressort, c'est finalement le rôle de l'employeur, c'est quand même d'assurer l'équité. En donnant le pass sanitaire en entreprise, c'est quand même compliqué de gérer. T'es vacciné, t'es pas vacciné. Peut-être que t'es pas vacciné parce que tu as des problèmes médicaux qui sont de surcroît confidentiels, mais que de toute façon, tu ne pourras pas te faire vacciner. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Et finalement, quand on a exploité les résultats et quand on a essayé de détecter ce qui était dit dans l'enquête, c'est que globalement, la population des DRH est plutôt favorable sur l'idée en général, dans la mesure où chaque personne pourrait aller se faire vacciner. Aujourd'hui, on a suffisamment ouvert pour que ça soit le cas, mais cependant, en entreprise, c'est compliqué de mettre ça. Donc, on se dit, le pass sanitaire, c'est plutôt un outil pour le grand public, pour les voyages, mais en entreprise, pas forcément, parce que ça amène trop de questions sur la confidentialité, la stigmatisation des populations, et nous, on est vraiment plutôt contre ça. Donc voilà sur les infos qui sont ressorties de l'enquête. Et après, je peux évoquer, on en reparlera probablement sur la partie organisation, télétravail, etc. Alors, il y a quand même un point qui est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on parle du CSE, du dialogue social, comme si c'était quelque chose d'établi depuis une dizaine d'années en France, alors qu'en avril dernier, l'État était en train de dire attention, si vous n'avez pas respecté l'obligation de CSE, vous n'aurez pas le droit aux aides. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas respecté l'obligation légale. Et aujourd'hui, on en parle comme si finalement c'était quelque chose qui était devenu normal, usuel dans l'entreprise. Donc même ça, je pense qu'au niveau du dialogue social, la crise a été une super opportunité. Ça a quand même bien boosté le dialogue social en entreprise. Oui, complètement. Tout à fait. Alors Farida, justement, pour faire le lien, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment le télétravail a été vécu et mis en place pendant la crise ? Alors oui, effectivement, comme de nombreuses sociétés, on a mis en place, on a expérimenté le travail et ça a été, cette période de crise a été vraiment une période décisive dans l'expérimentation, on va dire, collective du télétravail. Alors bien sûr, il s'agissait du télétravail comme un levier de prévention et pas forcément comme un mode d'organisation sur une certaine durée, une pérennité. Néanmoins, ça a été vraiment une occasion d'expérimenter pleinement cette organisation-là. Donc, au cours des semaines qui ont précédé les mesures de confinement, déjà février, mars, on avait déjà organisé des réunions de crise au niveau du comité de direction pour se préparer à l'éventualité d'un confinement total, puisqu'on voyait ce qui se passait dans les pays voisins. Et donc, on s'est assuré que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue sur tous les aspects, que c'était possible et qu'on était prêt à basculer, à switcher du jour au lendemain si cette décision de confinement était prise. Et finalement, on a pris la décision, en voyant les chiffres, la pandémie qui prenait de l'importance, de plus en plus d'importance, on a pris la décision quelques jours qui ont précédé la mesure du gouvernement, donc le 18 mars de mémoire, on a basculé complètement à 100% en télétravail. Tous les métiers de l'entreprise. Et donc, ça a été vraiment une véritable expérience très particulière, bien sûr inédite, de full télétravail. On a adapté les rythmes par la suite au gré de l'évolution de la crise sanitaire. Dès lors où ça allait un peu mieux d'un point de vue sanitaire, on a fait revenir un petit peu et de façon progressive les salariés en présentiel pour recréer une certaine dynamique de groupe, un certain collectif, renouer avec le collectif. On a constitué des groupes, une alternance, voilà, vraiment pour isoler et rester dans ce cadre de prévention. Et durant toute cette période de mise en place, de déploiement de cette organisation comme un levier de prévention, on s'est quand même attelé à prendre soin on a été vigilants sur l'accompagnement, à la fois des collaborateurs, des managers,
puisque c'était une révolution hein, d'une certaine manière dans l'entreprise. Il y avait avant la crise, il y avait du télétravail déjà chez Coyote? De façon... non, je peux pas parler. Non, je peux pas parler vraiment de télétravail. Il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui étaient concernées dans l'entreprise sur un volume de 360, mais c'était pas forcément le cas. Donc ça a été vraiment une expérimentation collective, tout le monde en même temps, full télétravail, et puis après on a connu des modes hybrides. Donc l'enjeu qui était important, c'était de maintenir le lien social avec l'ensemble des collaborateurs, de s'assurer que en termes d'équipement, de conditions matérielles, techniques, tout était possible. Il y a eu également ce sujet de sécurité informatique qui était primordial. On a quand même, de par notre activité, des enjeux, et puis bon, dans la fonction RH, dans la fonction, dans les différents métiers finalement de la société, il y a des données confidentielles, etc. Donc on a traité également ce sujet-là. On a mis en place un certain nombre de formations pour sensibiliser, des actions de sensibilisation sur cette thématique-là, et qui continue, que l'on poursuit, puisque c'est un apprentissage continu, y compris dans le contexte actuel. Donc voilà, et poursuivre cette expérimentation et s'assurer que les collaborateurs étaient bien à l'aise dans cette organisation-là, qu'ils se sentaient bien, que les managers également avaient les bonnes conditions, ou en tout cas ils savaient qu'ils pouvaient adresser leurs questions, ou qu'ils pouvaient avoir le support des ressources humaines, ou même de leur direction sur des problématiques managériales, puisqu'on le voit sur dans le cas de ce contexte et en travaillant à distance, on a quand même des problématiques nouvelles qui émergent, qui sont en lien avec le management à distance. Hein. On ne manage pas les équipes de la même façon quand on est en présentiel que quand on est à distance. On n'adresse pas les sujets de la même façon, on ne s'organise pas de la même façon quand on travaille à distance et en présentiel. Donc voilà, il y a tout un tas de problématiques. Il y a eu la question aussi de la formation. Donc on a continué à former nos collaborateurs, et on a par ailleurs mobilisé le dispositif de FNE qui a été également très intéressant. On a dispensé les formations, on a maintenu notre programme de formation en mode e-learning, donc on a repensé, on a été assez s'adapter au contexte. Ce télétravail a fait que Coyote a mis en place de nouveaux outils aussi. Absolument. Absolument, en matière de formation. Donc, on est parti sur des formations en mode digital, sur des formats différents, micro-learning, avec du contenu qui était accessible via différentes plateformes, smartphones, plateformes digitales, du contenu en mode PDF par exemple, des vidéos. Donc, ça a été vraiment un nouveau... finalement une période d'expérimentation de nouveaux outils, de nouvelles façons de fonctionner, et que je pense qu'on fera perdurer par la suite sur certains aspects. Un autre point qui a été essentiel durant cette crise, avec cette période de confinement, de télétravail, ça a été également de veiller à ce que on n'ait pas de salariés qui se retrouvent en situation d'isolement, parce que bien évidemment, on n'est pas tous égaux. Face à cette crise, dans l'appréhension de cette crise, il y a eu un contexte assez anxiogène. Le fait de travailler à distance, bon, ça bouleverse aussi nos habitudes de fonctionnement. Donc, il y a eu des prises de contact avec les collaborateurs, des baromètres qui ont été mis en place pour réguliers. On a mis en place également des cafés RH, sans forcément d'ordre du jour, mais qui étaient vraiment un espace d'échanges informels entre collaborateurs, et finalement c'était les collaborateurs qui animaient. On avait mis en place ce contexte d'échange, on lançait quelques questions, et puis en fait finalement ça vivait, puis on a eu des cafés qui duraient 2 heures parfois. On a adapté aussi par la suite sous forme d'apéro, donc on a été en perpétuelle adaptation en fonction des attentes internes, en fonction comme le disait tout à l'heure Audrey, des décrets qui sortaient à 22h minuit et qu'il fallait mettre en œuvre
le lendemain matin Et qui était modifié 3 jours après. Et modifié 3 jours, exactement. Donc, ça a été une période assez particulière en ce sens. Donc voilà. Et aujourd'hui, la question aujourd'hui, la situation sanitaire s'améliore. On a expérimenté le télétravail, les différentes configurations, full télétravail, mode hybride. Qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va délaisser. C'est un sujet de réflexion actuellement, et on mène ce travail de réflexion avec notre CSE. Qui a engagé une étude en interne, une enquête interne, un sondage pour faire le point justement sur cette période de confinement, sur l'expérimentation du télétravail durant cette période de confinement et sur les attentes par la suite. On sait par ailleurs qu'il y a une forte attente à la fois des collaborateurs sur cette question du télétravail dans un mode d'organisation plus pérenne, mais également de candidats. Donc, c'est une question qu'il faut adresser sérieusement. Et donc, on a le CHE qui a mené cette enquête, qui nous ont présenté les résultats qui sont très, très intéressants et qui méritent d'être affinés. Et cette étude va être complétée sous l'angle managérial, et dans l'intervalle, au niveau du comité de direction, on mène une réflexion, la réflexion en parallèle pour pouvoir répondre à différentes questions. Finalement, la question du mode hybride, qui est un réel sujet, la question des bureaux, flex office, pas flex office, sachant que le collectif est très important et que les collaborateurs, de façon générale, sont quand même attachés à avoir un lieu physique dédié, en tout cas identifié. Quel sera le rythme, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. 5 jours, non, je ne pense pas, puisqu'on n'est pas dans l'optique d'aller sur du full télétravail. Mais voilà, la question est de trouver le bon dosage tout en tenant compte on va dire, des enjeux sociétaux, parce qu'on voit bien, c'est une sorte de révolution sociétale, ça concerne toutes les entreprises. Mais jusqu'où prendre une décision là maintenant, est-ce que ce serait pas précipité, est-ce que ce serait pas difficile ensuite de faire marche arrière pour réajuster? Donc voilà, on essaie de bien étudier la situation en intégrant nos partenaires sociaux, en tenant compte de ce qui se passe de façon générale au niveau de la société, en tenant compte aussi des enjeux de l'entreprise, des problématiques de l'entreprise, avec les différentes dimensions que ça revêt. Organisationnelle, la dimension psychique, la dimension sécurité informatique, la dimension du mobilier, de l'immobilier des locaux. Voilà, c'est un sujet très global avec tout un tas de questions qui se posent et auxquelles on essaie de répondre pour pouvoir prendre une décision sur le sujet. Alors, pour faire la transition, Fabienne, j'étais parti sur une question, le télétravail est-il un des leviers de la QVT, mais au sens où, là, le télétravail qu'on a vécu, quelque part, il a permis, je pense, à beaucoup d'entreprises de se dire « Ah, on n'a aucune stratégie QVT, et en mode télétravail, c'est encore pire qu'avant, le ressenti des collaborateurs. » Donc ça, c'est une chose. Mais le deuxième point dans cette question, c'est est-ce qu'à l'avenir, le télétravail va devenir un des facteurs de la stratégie de QVT de l'entreprise ? Non, clairement, pour moi, le télétravail compte énormément. Farida l'a dit pour le recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les postes éligibles au télétravail, quand on prend un poste, on demande dans le package, voilà, il y a la fiche de poste, le salaire, tout ce qui va autour, mais il y a aussi les conditions de travail. Et le télétravail, aujourd'hui, est encore très plébiscité. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir aussi ce qu'a changé la crise. Il y avait beaucoup d'idées reçues sur le télétravail où avant, c'était moins de 10% des salariés. Donc, c'est quand il y avait besoin pour un rendez-vous chez le médecin ou le plombier qui passait à la maison, allez, tu peux travailler de chez toi, ou tu es malade, ça t'évite de poser un jour de congé. Donc, dans beaucoup d'entreprises, c'était ça. Et je pense que la crise a montré plusieurs choses, c'est-à-dire que les gens travaillent vraiment en télétravail, pour ceux qui en doutaient. Et à l'inverse, au bout d'un an et demi de crise, se pose un autre problème, par exemple, c'est de poser les limites du coup au travail. Et on l'a vu au bout d'un an de télétravail contraint à temps complet avec les mesures sanitaires où les gens étaient chez eux et travaillaient beaucoup plus qu'avant. Donc oui, pour moi, clairement, le télétravail peut être un facteur de qualité de vie au travail, mais il doit être
je dirais, encadré dans la mesure où il faut former les salariés, il faut former les managers. Beaucoup sont plongés dans le grand bain en mars l'année dernière, un petit peu du jour au lendemain, sans forcément avoir les bons réflexes, les bonnes habitudes et sans, voilà, il y en a pour qui ça semble très facile, pour d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que oui, aujourd'hui, le télétravail continue à être demandé par les salariés. Dans les dernières enquêtes, on est à peu près à 8 télétravailleurs sur 10 qui souhaitent continuer à télétravailler dans des proportions de 1, 2 ou 3 jours de Moi, je me télétravail. méfie quand même un peu de ces enquêtes qui sortent. Parce que des Opinionway pour Empreinte Humaine ou BFM, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a même dans Malakoff Médéric. On a vu Le que baromètre elles télétravail. n'étaient pas hyper fiables quand même. Donc, je me méfie un peu des enquêtes, des avis des salariés. Bah, je pense que quand même, quand tu regardes, c'est-à-dire que le télétravail a quand même beaucoup de vertus en termes de conciliation, par exemple, des temps de vie. Et la crise a aussi remis, on en parle beaucoup, hein, mais les priorités sur les horaires, sur la conciliation des temps de vie, pas passer son temps que à travailler. Donc, le télétravail peut apporter cela, clairement. Maintenant, il faut aussi remettre en perspective que ce qu'on a vécu pendant un an et demi n'est pas du télétravail classique et qu'il y avait beaucoup, je dirais, de contraintes qui se sont ajoutées et qui ont fait que certains ont qu'une hâte, c'est de revenir au bureau. Donc, du coup, c'est aussi de se dire, voilà, comment on arrive à prendre le meilleur du télétravail et du bureau. Et je rejoins complètement Farida sur l'idée que c'est une question d'équilibre. Et il n'y a pas de recette miracle pour moi. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire, allez, tout le monde a 2 jours, c'est parfait pour tout le monde. Non, ça dépend de l'entreprise, des métiers exercés. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour trouver justement ce bon équilibre. Et je trouve que oui, le télétravail peut, pour moi, clairement être un facteur de qualité de vie au travail, tout à fait. Hein. Il y a une question que je voulais te poser, Audrey. Il y a un truc qui m'embête en fait depuis des mois, c'est que j'entends des sociétés qui disent bah nous on est passé en full remote. Et en fait, moi bêtement quand je regarde le code du travail, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit d'imposer à tes salariés. Le full remote, tu peux pas dire je vends mes locaux et vous êtes tous chez vous. Et pourtant il y a de nombreuses sociétés qui l'ont fait. Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné il y a aussi besoin de revoir le code du travail par rapport à ça? Est-ce qu'il y a... En fait, je vous rejoins tous les trois, hein, Farida, Fabienne, Christophe. Et d'ailleurs, c'est ce que le collectif de DRH a dit. En tout cas, en France, on peut regarder après à l'étranger, mais en France, sur le 5 jours sur 5, on ne recommande pas de faire du télétravail 5 jours sur 5 parce que, Fabienne, tu le soulignes, en fait, c'est extrêmement, ça peut être extrêmement dangereux et on l'a vu pendant la crise où des salariés ont travaillé sans s'arrêter, en oubliant même de déjeuner, de faire des pauses, en travaillant super tard le soir. Donc oui, la productivité, en tout cas sur le court terme, elle a augmenté, sauf qu'avec des conséquences derrière super importantes. Donc, nous, au niveau de l'association, en fait, on a travaillé sur des sortes de mémos, des guides, sortes de guides, infographies en une page en disant, bah voilà, les bonnes pratiques, c'est ça, vous essayez de pas enchaîner les réunions, peut-être des réunions de 45 minutes, n'oubliez pas les pauses, reposez vos yeux, faites des étirements, la nutrition super important, le sommeil, le bien-être physique, etc. Juste pour info, ces mémos, on les a retrouvés dans certains cabinets de médecine du travail et on en a retrouvé dans une directe qui s'appelle plus Direct, qui s'appelle Drest. Donc c'était le petit clin d'œil, donc télétravail 5 jours sur 5, non. Et ça doit être, comme tu le dis, Fabienne, ça doit être encadré. Et donc, les entreprises, bah, elles l'ont fait hein, au fur et à mesure des semaines et des mois, elles l'ont fait. Et quand on regarde ce qui est préconisé, c'est que, alors aujourd'hui, les entreprises, elles veulent, ou en tout cas, elles ont fait ce switch sur le fait de proposer du télétravail. Et c'est clair qu'on ne reviendra pas en arrière parce que les salariés ont été habitués à ça. Là, on voit qu'on va faire du télétravail hybride. Attention, parce qu'il faut toujours penser aux fonctions qui ne peuvent pas télétravailler dans les entreprises. Donc, ça là, il ne faut jamais les oublier. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent faire du télétravail, alors, ça va être du travail hybride. Et ce qu'on recommande, nous, c'est 2 jours de télétravail donc à la maison et 3 jours sur site. Il faut qu'il y ait cette proportion un peu plus importante au travail pour garder le collectif, etc. Et du coup, les salariés, de toute façon,
ils ont été habitués et aujourd'hui, ils veulent ça parce que clairement, ça a un impact sur la qualité de vie au travail. Donc, on ne laissera pas les entreprises revenir en arrière pour celles qui auraient pu penser que. Les partenaires sociaux, c'est pareil et les candidats, c'est pareil. Donc, si les entreprises reviennent en arrière, elles, de mon point de vue, en tout cas, il y a un risque à ce qu'elles perdent des salariés qui iront voir ailleurs sur des conditions de travail plus intéressantes et des candidats. Et donc, un risque sur le business. Voilà. Et vraiment, pour répondre à ta question sur le remote total, on a vu les entreprises GAFAM aux États-Unis qui, au début de la crise, ont dit salut, on se revoit dans 3 ans après la crise. Tout le monde vous travaillez où vous voulez. Et au final, il y a 2 mois, elles sont toutes revenues en disant bon, en fait, non, on va revenir sur site. Et donc, ça va être du travail hybride. Donc, elles ont elles-mêmes vu toute la limite du truc. Hein. Donc, donc, on va voir comment ça évolue. Mais clairement, et de toute façon, ce travail, il est sur la base du volontariat aussi. Donc voilà, mais il y a un vrai changement, il y a un vrai impact sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail et dans ce que les entreprises proposent comme conditions de travail. Ça, c'est sûr. Et Fabienne, tu le disais tout à l'heure, et Fabienne ou Farida, je ne sais plus, pardon, mais vous disiez, les salariés ont été formés, les managers ont été formés. En effet, pendant la crise, en plus en France, il y a eu les aides de l'État sur les formations FNE et les entreprises se sont saisies de ça. Et on a vu quand même que les managers avaient évolué parce que les entreprises ont formé sur comment je manage une équipe à distance. Après, il faut consolider ça, bien sûr, mais il y a vraiment quand même quelque chose qui s'est opéré pour montrer que le management, c'était plus pertinent aujourd'hui de gérer un management qui fait confiance à ses salariés, qui donne de l'autonomie et tout à fait cohérent avec le télétravail. Donc, c'est ça qu'on doit consolider, nous, dans notre profession en tant que DRH, dans l'organisation. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, on parle de télétravail, enfin de mode de travail hybride. Je pense que c'est un peu la tendance à venir. Là, dans l'étude, je lisais une question à un moment donné sur le télétravail, retour en présentiel, avec un séquencement à partir de juin, etc. Et il était écrit qu'à partir de septembre, le retour en présentiel à 100% en entreprise ne se fera qu'à hauteur de 23%. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un retour à la vie d'avant. 23%, c'est très peu. Ouais, en fait, ce qui se passe là, c'est que juin, juillet, août, ça nous sert de transition pour préparer septembre. C'est ce qu'on voit à travers les remontées, mais de façon plus globale, à travers tous les échanges qu'on peut avoir entre pairs. C'est que septembre, on se prépare à ce que là, tout reprenne entre guillemets un peu comme avant pour assurer le business et que du coup, cette période de transition, elle nous permet d'identifier ceux qui vont avoir du mal à revenir parce qu'ils vont être inquiets sur les mesures sanitaires. Donc ça, on va pouvoir les rassurer parce que les sites sont adaptés depuis 1 an et demi. Mais je pense qu'il faut continuer à expliquer comment c'est adapté, les sens de circulation, etc. Ouais. Voilà. Il y en a qui peuvent être inquiets en se disant j'avais pas mon manager sur le dos, c'était très bien et j'ai pas trop envie que ça recommence. Et donc là, on peut aussi les rassurer peut-être en disant il y a eu un step sur la maturité managériale et on va continuer. Donc en tout cas, cette phase de transition permet de repérer ceux qui ont décroché ou ceux qui ont du mal à revenir pour qu'on traite ça, pour qu'en septembre, ça soit traité et qu'on soit prêt. Et après, on est prêt en septembre, mais sur un mode de travail, pas comme avant, sur un mode de travail hybride. C'est ça qu'on voit, nous, à travers tous les échanges. Et c'est toute la complexité pour beaucoup de salariés aujourd'hui qui ont pris des habitudes depuis 1 an et qui, pour certains, n'ont pas du tout envie de revenir en entreprise parce qu'ils ont aussi géré leur propre planning, ils ont modifié leur équilibre vie privée, vie professionnelle. De façon unilatérale, bien évidemment, bien souvent sans concertation avec leur manager. Et du coup, on constate quand même un désengagement de pas mal de salariés. Est-ce que cette période justement de transition va suffire
Ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir aussi dire à certains salariés, bah non, au revoir, quoi. Moi, franchement, après, je me tais là-dessus, mais franchement, la majeure partie des gens veulent revenir. Et ça fait des semaines que tout le monde nous dit, mais quand est-ce qu'on revient? On veut retrouver nos collègues, travailler en vrai, en physique, retrouver la convivialité. Donc, en fait, il faut pas se tromper. La majeure partie des gens, c'est ça. Après, bien sûr, on s'est tous organisés différemment, mais c'est pour ça qu'il y a cette phase de transition. Et puis, les entreprises vont proposer le télétravail. Ça veut dire que ton organisation, bah, tu vas quand même la retrouver sur un certain nombre de jours de la semaine. Et il y a des récalcitrants, il y a des gens qui veulent parvenir, il y a des gens qui ont déménagé, on peut en reparler après, mais c'est quand même vraiment pas la majorité. Et ça, faut vraiment pas se tromper en proportion, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la presse, on focus là-dessus, mais la réalité, en proportion, c'est pas celle-là, quoi. Je sais pas, Farida, si toi… Alors effectivement, ouais, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, on a eu les différents cas de figure. On a eu effectivement quelques collaborateurs. Bon, ça se compte sur les doigts de la main, hein, finalement, au regard de l'ensemble de la population, c'est pas représentatif, mais on a eu ces situations-là où quelques collaborateurs, 2-3, qui avançaient des réticences par rapport à la situation sanitaire, le risque, l'exposition au risque, etc., qu'on a dû rassurer, faire preuve de pédagogie, rassurer, etc., malgré le fait qu'on ait mis en place les mesures qui étaient requises, et on est même allé un peu plus loin. Donc finalement, on a réussi à faire revenir ces 2-3 personnes, reprendre confiance sur ces mesures sanitaires et le frein qu'il y avait à revenir au bureau. On a eu aussi des collaborateurs qui étaient un peu plus nombreux que ceux qui craignaient par rapport à la situation sanitaire. On a eu des collaborateurs qui insistaient pour pouvoir venir accéder au site sur les périodes où on était en full télétravail et on ne donnait plus accès au site aux collaborateurs. Donc, on a dû gérer cette frustration par rapport à cette envie de revenir au bureau, de retrouver son espace de travail, de retrouver un semblant de vie. Je parle de semblant de vie sociale, hein, mais on a eu à gérer aussi ces cas de figure. Je crois que je te rejoins, Audrey, sur la question du 100% télétravail, elle est difficilement envisageable. Elle n'est pas envisageable pour être très clair même. Mais c'est encore une fois le bon dosage, trouver le bon équilibre. Et comme le soulignait Fabienne également, ça participe à une amélioration des conditions de travail, ça participe à un équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on a aussi dans toute notre population des collaborateurs des salariés qui mettent pas mal de temps pour venir sur site. C'est une fatigue qui est différente. Donc, c'est important aussi de prendre en compte ce type de situation. Et puis, des collaborateurs qui travaillent dans des open space, qui parfois sont amenés à réserver des salles de réunion, pour se retrouver, se concentrer, etc. Et qui travaillent mieux, qui sont plus productifs, ou en tout cas qui se disent plus productifs en étant à la maison, avec cette possibilité de ne pas être dérangé, de se concentrer sur les sujets de fond. Donc voilà, je pense que tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans les décisions qui doivent être prises. En tout cas, ce sont des points d'attention que l'on a. Et également, en matière de fidélisation, d'attractivité, ça fait partie des points importants. On le voit, on a des collaborateurs aujourd'hui qui expriment cette demande à l'heure où on est plus dans un retour au bureau, alors pas 100%, mais presque, qui expriment cette volonté de pouvoir continuer, de pouvoir pérenniser ce télétravail dans un contexte hors Covid. Et puis, on a des collaborateurs qui envisagent, ou même certains qui sont sur le départ parce qu'ils ont décidé d'aller s'installer en province. Donc ça, c'est une réalité. Et je pense que toutes les entreprises sont confrontées à cette réalité. Donc après, c'est comment on se positionne par rapport à ça, quelle décision on va prendre, comment on va sécuriser nos compétences, nos ressources sur cette question de télétravail.
Il y a une question de Maria qui dit que pensez-vous de demander aux cadres de revenir à 100% en présentiel pour donner l'exemple? Alors, chez nous, les cadres sont logés à la même enseigne que les autres collaborateurs. Hein. Donc, le rythme est défini, voire même un peu plus, puisque ceux qui ont des bureaux fermés sont amenés à travailler, à venir au bureau un peu plus souvent et la plupart du temps ont des équipes réparties sur 2 semaines, groupe A, groupe B. Donc, mais pour autant, ils ne viennent pas 5 jours sur 5. Mais tout ce et d'ailleurs, même au niveau du comité de direction, là où ils auraient dû aussi faire un peu plus de télétravail, ils tenaient à revenir en présentiel au bureau. Donc, bon, au sein de Coyote, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas une mesure propre aux cadres et aux non-cadres. Les mesures sanitaires qui sont prises sont les mêmes pour tout le monde. On est tous exposés, Là, que l'on soit cadre ou non. La question de Maria, c'est plutôt de dire est-ce que pour montrer l'exemple du retour au travail, on ne doit pas demander. Moi, je pense que pour montrer l'exemple, justement, c'est bien de montrer le bon équilibre entre télétravail et présentiel. C'est-à-dire que le bon message, en tout cas pour moi, c'est de dire, en effet, on est logé à la même enseigne que tout le monde par rapport aux mesures et surtout, voilà le rythme qu'on veut adopter. Donc, je pense que le côté tout présentiel n'est pas forcément le bon message derrière, même si je comprends que c'est pour rassurer, etc. Mais peut-être voir les jours où il est important que les cadres soient là pour accueillir leur équipe, etc. Mais en tout cas, je pense que montrer l'exemple, c'est aussi télétravailler pour moi. Je partage à 100% ce que vous venez de dire. Je dirais que ce modèle-là a évolué ou est vraiment en train d'évoluer. Et justement, donner l'exemple, c'est aussi montrer, et on l'a fait tous pendant cette crise, que ça marchait de télétravailler. Donc l'exemple, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait plutôt de montrer que le travail peut se continuer en hybride aussi, et ce qui est de toute façon une réalité. Alors, Fabienne, le télétravail, c'est quand même, je reprends ton livre, là, télétravail, 10 séances d'auto-coaching. Tu l'as plutôt écrit pour les personnes, pour aider les personnes en télétravail. Parce que là, on est en train de parler de, voilà, on va mettre un accord, voilà ce qu'on va mettre dedans, voilà comment on va organiser le télétravail. Mais comment on fait pour bien télétravailler finalement? C'est quelque chose de très personnel. Parce que là, on en parle de façon collective, mais le télétravail, c'est propre à chacun. Alors, il y a des choses propres à chacun, en effet, et c'était tout le cœur du livre pour moi de dire, par exemple, comment organiser ses journées, son espace de travail, ses relations aux autres, garder des liens. Donc, il y a en effet des choses qu'on peut faire soi-même, mais il y a tout un temps collectif. Quand on est salarié, qu'on est avec une équipe, il y a aussi des choses à discuter. Par quel canal on échange, le nombre de réunions, les horaires. Justement, pour apporter de la flexibilité, c'est aussi de dire, je suis joignable de telle heure à telle heure ou partager des agendas, etc. Donc, il y a tout un volet quand même collectif. Mais après, oui, je pense que moi, ma manière, par exemple, de télétravailler va peut-être différer un peu de la vôtre et il y a des ajustements à faire qui vont aider chacun à mieux télétravailler. Et c'était aussi l'idée du livre de se dire que, par exemple, pour vous prendre un exemple très concret sur l'espace de travail, certains avaient en tête que si on n'a pas le fauteuil ergonomique, le double écran devant soi, le bureau qui va bien, c'est fichu. Non, je pense qu'il y a plein de bonnes choses à partager sur voilà pourquoi c'est important de bouger, voilà pourquoi c'est important de changer de position, de travailler debout, assis, de faire des pauses. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place au quotidien, d'où l'importance de former aussi voilà, tout le monde, je trouve, à ces questions. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de modèles, je trouve, qu'on va peut-être découvrir encore. Dans le chat, on nous parle par exemple des tiers-lieux. Et je trouve ça super intéressant quand on se dit qu'on est dans un petit appartement parisien, qu'on n'a pas envie de travailler de chez soi, qu'il y a un accord avec l'entreprise de se dire vous pouvez télétravailler dans un coworking près de chez vous et du coup les jours de télétravail c'est aussi par exemple des jours dans des tiers-lieux, ça apporte là encore de la qualité de vie au travail et on gagne aussi. Donc il y a plein de choses je pense à encore expérimenter là-dessus et que ce ne sera pas tout figé. Voilà, pour reprendre le côté full remote, pour moi ça reste une minorité et entre pas de télétravail et full remote, il y a plein de dimensions à explorer, que ce soit les tiers-lieux. Je connais certaines entreprises, startups qui ont mis en place du télétravail illimité, c'est-à-dire que c'est pas, on fiche pas un jour par semaine, mais par contre, il y a des bureaux, il y a des locaux et on vient. Il y a des périodes où les gens doivent être au bureau quand c'est voilà, obligatoire à certains moments, certaines périodes de rush. Mais à l'inverse, si vous voulez faire 4 jours de télétravail, très bien. Donc, il y a toute une palette, je pense, encore à explorer et des choses aussi à avoir là encore en équipe pour trouver le bon équilibre. Propre à chaque entreprise. Tu parlais des startups. Moi,
Je pense qu'effectivement, pour une start-up, la notion de tiers-lieu, c'est quelque chose de facile à mettre en place et à prendre en charge. Pour une entreprise plus classique, Audrey, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? De dire à son collaborateur, tu peux faire du télétravail chez toi, ou alors tu vas le faire dans le coworking de ton choix et je te verse une indemnité? Ouais, en fait, justement, cette question est vraiment majeure parce que on voit que le lieu de travail évolue aussi. Après l'organisation, le management, le lieu de travail évolue. Et évidemment, on revient pas, si l'entreprise propose ce travail hybride, on va pas revenir pour travailler sur un dossier tout seul dans son coin. Ça sert à rien en fait. Et donc, ça veut dire qu'on va revenir sur site pour travailler en mode collaboratif, en mode innovation. Et ça, c'est vraiment un changement aussi majeur parce que ça veut dire que le manager doit penser la gestion de son équipe aussi différemment en fonction de ses tâches et de ses activités. Et en tout cas, de ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est ce step-là qui est encore à travailler. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que pendant cette crise, on est un certain nombre à avoir fermé des sites, des petits sites, au profit d'espaces de coworking. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais, on ne dit pas aux gens, en fait, on te ferme le site et tu vas te faire ton télétravail. Non, non, non. La solution alternative, c'est de proposer du coworking en se disant, écoute, tu prends une carte, tu as tant de jours, ou tu peux y aller en illimité, et de toute façon, une fois par semaine, toute l'équipe se retrouve. Donc, il y a des espaces, vraiment, c'est vraiment très, très adapté. Donc les sites qui ont fermé se sont tournés vers de ces espaces de coworking. Et je trouve que c'est intéressant. Et en termes d'évolution, en tout cas, c'est une réalité. Hein. Et encore aujourd'hui, on est plein à travailler sur aussi des projets de fermeture de sites. Donc, il y a ça. Et après, étant donné qu'on va venir travailler différemment sur les sites, il y a aussi ce sujet de réaménagement des locaux. Envisager. Alors, moi, je dirais que là-dessus, précisément, ça, c'est pas encore fait. Hein. Donc, ça, c'est un travail qui va arriver peut-être sur la fin d'année. Mais il y a un impact vraiment majeur sur le lieu de travail. Il y a des entreprises qui ont déjà mis en place du télétravail avant la crise, qui ont déjà initié. Hein, je vais citer par exemple le groupe Generali. Au niveau du groupe Generali, le télétravail, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Et ils ont déjà cette logique de locaux, d'optimisation. Les bureaux. Donc, il y a quand même quelques entreprises en France qui avaient déjà cet ADN. Alors, on approche de la fin de ce webinaire. J'ai une question qui me vient et qui me paraît assez fondamentale. Là, le télétravail, effectivement, était, on va dire, à 100% pendant une période. Et donc, on a formé les managers à manager à distance, alors qu'avant, ils manageaient des équipes en présentiel. Et il y a fort à parier, donc, à partir de septembre-octobre, ils vont se retrouver à manager des équipes en mode hybride. Donc, l'enjeu, finalement, principal du télétravail, c'est de se dire, bon, maintenant, il faut qu'on forme nos managers au management hybride, parce que arriver à manager une équipe moitié en télétravail, moitié en présentiel, c'est une autre paire de manches, à mon avis. Est-ce que ça, ce n'est pas une des limites de ce télétravail qui va perdurer? Clairement, la formation, pour moi, est essentielle. Ça va de pair avec, on parlait des espaces de travail, les pratiques managériales iront avec, en effet, ces nouveaux espaces de travail. Après, pour moi, dans le management, il y a des piliers qui restent, hein, qu'on soit en télétravail, à distance. Mais par contre, ce qui va changer, et typiquement ce qui pose problème aujourd'hui, c'est si vous avez une réunion avec une partie des gens en hybride et une partie des gens en salle de réunion, là, c'est très compliqué pour embarquer tout le monde, que les gens en télétravail ne se sentent pas exclus parce qu'ils sont à distance. Donc, c'est ces modèles-là, et du coup, ça pose des questions de peut-être les réunions, je ne sais pas, la réunion hebdo, tout le monde est au bureau le lundi pour la faire, au lieu de la faire le mardi quand il y en a qui sont là et d'autres. Donc, c'est aussi à penser, je dirais, en équipe pour trouver la meilleure manière et en effet de pourquoi je viens au bureau, qu'est-ce que je fais en télétravail, de quoi on a besoin en équipe pour que ça marche, pour que personne se sente lésé et que le manager puisse manager aussi sereinement. Ça va faire les affaires des solutions de gestion des temps, ça? En même temps, les formations... Pardon, vas-y. Pardon.
Pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Fabienne, c'est vrai que cette question du mode hybride, elle nous amène à repenser complètement notre mode d'organisation et le management. Comme je le disais tout à l'heure, et comme ça a été dit également, on ne travaille pas de la même façon à distance et en télétravail. On ne gère pas les mêmes activités. En tout cas, il faut repenser pour être plus optimal. Et le fait de convier les équipes quand on a des réunions importantes à organiser avec des équipes en mode hybride, enfin avec une organisation hybride, certains en visio et d'autres en présentiel, il y a une certaine c'est pas optimal, c'est pas optimal. Et donc ça nous amène à repenser, à revoir l'organisation en tant que telle et de privilégier l'organisation de ces réunions avec tout le monde en présentiel et de réserver les activités à distance. Et ça, c'est vraiment important. Et notamment, également, la question de l'alignement des pratiques managériales. Donc, il faut que on va dire, ces principes d'organisation soient partagés au niveau de l'ensemble de la société. Donc là, il y a effectivement la question du management et les problématiques qui émergent du management à distance, mais également des problématiques organisationnelles qu'il faut traiter. Ouais, moi, je voulais juste rajouter un point là-dessus. En fait, les formations management, elles sont quand même faites depuis 10-15 ans. Faut quand même se le dire. Après, c'est comme la maturité digitale dans les entreprises où là, on a fait tous un bond en France, mais dans le monde entier. Donc là, on a gagné en maturité. Je pense que pendant cette période, on a beaucoup formé, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a aussi gagné en maturité. Il faut continuer, consolider, je vous rejoins, mais il y a quand même eu une évolution qui a été plus rapide que, j'allais dire, ces 10 dernières années, tant sur la maturité digitale que sur maturité managériale. Après, juste un petit point de précision, nous, ce qu'on a vu sur plutôt la fin de cette période de crise, c'est qu'après avoir formé sur la gestion à distance des équipes, on a aussi formé sur la détection des signaux faibles. Parce que nous, RH, on est plus habitués à repérer les changements de comportement, les malaises, les personnes qui se sentent pas bien, mais les managers peut-être un peu moins. Et donc, on a formé les managers, parfois aussi les partenaires sociaux, et parfois même ensemble. Personnellement, c'est ce que j'ai pu faire dans mon entreprise pour aider, donner quelques clés supplémentaires. Et ce qu'on voit dans les développements de formation, c'est pas mal ça en ce moment, parce que on est aussi garant de la santé, sécurité de nos salariés. Et la distance a parfois un impact aussi négatif quand c'est pas suffisamment cadré. Et je fais référence à ce que Fabienne disait au début. Donc, tu as mis des outils voilà. en entreprise pour faire ça, Audrey. Comment ? Tu as mis en place des outils pour faire ça en entreprise. Bah, après, on peut, en termes d'outils, mais beaucoup d'entreprises ont fait ça, sur des outils d'enquête interne pour savoir quel est le moral des équipes, quelles seraient les idées pour mieux travailler ensemble, etc. Donc ça peut être une solution. Ça peut être intéressant, en effet. Nous, en tout cas, dans ma propre entreprise, ça nous aide et on a pu prendre des décisions collectives pour l'ensemble du groupe, donc l'ensemble des pays, sur l'organisation de réunions en 45 minutes. Donc maintenant, il n'y a plus de réunions. On essaye de ne plus faire de réunions d'1 heure, mais de garder le quart d'heure pour reposer ses yeux, faire des étirements, faire ses mails plutôt que les faire le soir. Pas de réunion pendant 1 heure le déjeuner pour le déjeuner, pas trop tard le soir, etc. Donc ça, c'est des guidelines qu'on a pris pour l'ensemble des pays, en fait. Et ça, on l'a fait aussi grâce aux remontées et aux idées qui sont sorties de l'enquête interne. Ça marche. Farida, pour conclure, ça va passer par quoi le télétravail? Par un nouvel accord qui va être rédigé? Comment ça va? C'est quoi le planning? Le planning reste à définir précisément, mais comme je l'ai dit, on est vraiment en plein dialogue social avec nos représentants du personnel. La réflexion est menée et des questions se posent au niveau de la direction pour nous amener à prendre des décisions. Ça passera probablement par une charte parce qu'il faut nécessairement un cadrage pour aligner et pour garantir les meilleures conditions possibles pour cadrer ce télétravail.
bien qu'on l'ait fait d'une certaine manière, mais sans passer par une charte dans le cadre de la pandémie. Et puis de l'accompagnement, continuer à accompagner à la fois managers et collaborateurs. C'est un travail qui s'inscrit sur la durée. Rien n'est acquis. Il faut s'adapter, il faut faire preuve d'agilité et être attentif à chacun, aux collaborateurs et aux enjeux de l'entreprise, voilà, en matière de sécurité informatique notamment. Ouais. Ça marche. Bon, Fabienne, je remonte ton livre chez Liber. C'est gentil. Donc là, c'est ce livre, hein, si vous souhaitez vous auto-coacher par rapport au télétravail et je dirais… de bonnes pratiques de DRH, de salariés. Voilà. Exactement. Et puis… Je rebondis juste sur le chat où il y avait le côté fonction publique. Pour des bonnes pratiques dans la fonction publique, allez voir par exemple la région Île-de-France. Je trouve ils ont fait plein de choses super intéressantes, même avant la crise du Covid, sur le télétravail, sa mise en place. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi des bons exemples voilà, dans la fonction publique. Donc, allez voir par exemple la région Île-de-France et vous verrez que ça bouge aussi. Bon, super. Et puis pour finir, Fabienne, je prends le lien parce qu'on se revoit tous les deux prochainement. Mais oui, il paraît. On se revoit le jeudi 17 juin. Je vous mets ça ici, puisqu'on organise avec Moodwork et… si je perds le nom des partenaires, ça ne va pas le faire. C'est MyRH-Line. Moodwork, MyRH-Line et LabRH. On organise des talks QVT la journée du 17 juin et j'en animerai un avec Fabienne le jeudi matin. Exactement. Profitez-en, le 17 juin, c'est mon anniversaire. Si vous voulez, mon adresse à la fin du webinaire. Et je vais laisser Audrey conclure ce webinaire. Je te remercie, Christophe, mais c'était vraiment pour conclure en disant que la période a été vraiment difficile pour la communauté RH. Hein. Clairement, c'était une période où on était tous en première ligne à mettre en place, à essayer de décrypter les textes, mettre en place, expliquer, gérer tout le collectif et surtout l'individuel. Donc, période difficile et en même temps tellement enrichissante et je trouve que c'est tellement engageant et d'être là au cœur de ces transfos qui sont capitales pour le monde du travail et je trouve que de participer en ce moment à ça, c'est juste un bonheur en fait. Donc voilà, c'était juste parce que… Pardon ? Ça a fait aussi évoluer la fonction RH et, c'est ça. Et la place de la fonction RH dans certaines entreprises. Exactement, et cette place qu'on a prise pendant cette période où on a été en première ligne, je pense que, en tout cas, s'il y en a certains qui avaient un doute encore sur la place stratégique du RH, je pense que le doute est levé, mais c'est aussi à nous de garder cette place-là et d'accompagner nos entreprises dans leurs activités, quoi. Mais voilà, donc vraiment extrêmement intéressant d'être là. Super. Eh ben, je vous remercie. Merci à toutes les trois de m'avoir accompagné ce matin. Merci. On diffusera le replay de ce webinaire lundi sur MyRH-Line. Et je vous souhaite un excellent appétit et un très bon week-end. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.